Bonsoir, bienvenue au Centre de l'Universalité. C'est Guy Camiré qui, en l'absence de François Payotte, une fois par mois, je prends la relève. Alors ce soir, je vais vous faire quelques petites informations avant de débuter la conférence. Je vous rappelle que le spécial de la soirée, si vous achetez le billet de la prochaine conférence de Daniel ce soir, vous recevrez gratuitement une cassette de l'une des conférences de Daniel que vous choisirez. Ce spécial ne durera pas, profitez-en, parce que là, vous avez le choix parmi toutes les cassettes qui sont disponibles. La prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi prochain, toujours à 20 heures, et a pour titre La vérité sur la réincarnation. Également, dernière chance de vous inscrire au séminaire sur l'organisation donné par Daniel Kemp le 2 et le 3 août, c'est en fin de semaine, de 10 heures à 18 heures. Alors, les personnes qui sont intéressées peuvent aller voir, s'inscrire à Mario, en arrière au kiosque. Le titre c'est une conférence qui promet quand même d'être très intéressante à soir, c'est Évoluer malgré la maladie. Alors, sans plus tarder, on accueille Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Ce soir, je regardais ça en m'en venant, puis dans l'allée, je me disais, sur le nombre de personnes qui est ici, il y a sûrement des personnes qui sont malades et qui ne le savent pas, disons. Euh, alors, Tous les médecins s'évertuent à dire ça, oui. Je crois aussi que tu es en médecine. oui, mais disons que je le fais de façon neutre à soir. Alors, le sujet de la conférence, vu que c'est évoluer malgré la maladie, qu'est-ce que la maladie réellement dans son sens profond? Dans le sens, juste comment que ça peut se produire qu'on puisse être malade tout en ne le sachant pas qu'on l'est. Alors, ça veut dire qu'il y a des sources peut-être qu'on connaît pas de la maladie. On va commencer assez général, puis on va voir ce qui va venir après. Oui, on va voir. Bon. Premièrement, c'est pas important de dialoguer sur le mécanisme qui amène l'humain à être malade tout en l'ignorant. Bon, j'avoue que ça commence mal, mais ça Ben, commence comme ça. tu pourrais me dire, tu peux être malade puis tu l'ignores, tu sais, dans le fond. Oui, tu peux être malade puis tu l'ignores, sauf que ça n'a rien à foutre, étant donné qu'une maladie que tu ignores n'est pas une maladie évolutive. Une maladie que tu ignores est une maladie qui, comme telle, ne te nuit pas. Lorsque la maladie devient expressive, lorsque la maladie s'exprime, lorsque la maladie commence à apparaître, elle nuit soit à ta psychologie, parce que la maladie te fait pousser des boutons sur le nez, ou bien elle nuit à ta démarche, elle nuit à ta motricité, ou encore elle nuit à ta réflexion, elle nuit à ta digestion, elle nuit à ton temps. Donc, elle nuit à ta vie. Lorsqu'elle nuit à ta vie, tu sais que tu es malade. Évidemment, la majorité des personnes qui ont des maladies chroniques finissent par oublier qu'elles sont malades, mais elles le savent. Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie et qu'elle l'ignore, on ne peut pas parler de maladie. Pas dans le sens évolutif du terme. Alors, si je regarde une personne qui, je découvre dans son sang, par exemple, des facteurs de leucémie ou des facteurs de sida, elle est d'une certaine façon, disons, médicale malade. Par contre, elle peut ne jamais exprimer ni le sida ni la leucémie d'une façon réelle, donc elle ne sera jamais malade d'une façon évolutive. Alors, on regarde, par exemple, différentes maladies, comme l'hémophilie, qui est portée par les femmes et qui ne touche que les hommes. Les femmes sont médicalement porteuses, donc malades, c'est-à-dire qu'elles ont des gènes hémophiles, sauf qu'elles ne sont jamais malades d'une façon expressive, donc elles n'ont jamais de maladie comme l'hémophilie, qui va nuire à leur évolution, tandis que les hommes qui ne sont pas porteurs, d'une façon, disons, à transmettre, contagieux, disons, si on peut dire, évidemment, même si c'est génétique, les hommes, par contre, les garçons, les enfants, normalement, les mâles, pourront exprimer la maladie portée par la femme. Alors, pour eux, ce sera une maladie dite d'évolution, une maladie qui pourra apparemment nuire ou apparemment aider, mais qui de toute façon est constructive pour l'évolution de l'humanité. Tandis que la femme qui est porteur, donc qui, comme telle, est malade et qui l'ignore, ça n'a rien à voir qu'elle le sache ou non. Au niveau de l'ordre de l'évolution. Si on regarde au niveau de l'ordre de l'évolution sociale, alors là, ça peut être important qu'une femme ou qu'un homme sache si elle est porteur d'une pathologie ou non, même si jamais elle n'en sera malade, de façon à ce qu'on puisse, par des mécanismes d'ajustement génétique, s'arranger pour qu'à moyen terme ou à long terme, ce genre de maladie disparaisse totalement de la surface de la planète. Tout à l'heure, je disais à un de mes amis dans le bureau, c'est intéressant de voir dans quel merdier l'humain vit. L'humain a inventé la Terre. L'humain a inventé ce qui recouvre la surface de la Terre, c'est-à-dire que l'humain a inventé les vers.
L'humain a inventé les bureaux, les chaises. L'humain a inventé le linge. Il a inventé les virus, il a inventé les bactéries, il a inventé les accidents, il a inventé la pollution, il a inventé un système de nutrition qui demande certains éléments. Il a inventé une agriculture qui ne donne plus ces éléments. Alors il a inventé aussi la famine, il a inventé les guerres, il a inventé les sécheresses, il a inventé les désharmonies. Et suite à tout cela, il a inventé les prières, il a inventé les médecins, il a inventé les médicaments et les effets secondaires. Il a inventé une médecine tout à fait synthétique, comme une alimentation synthétique. Il a inventé le chiolage. Il a inventé la souffrance. Et à travers toutes les inventions de l'humain, l'humain essaie présentement d'inventer une mécanique qui pourrait lui permettre de se sortir de ce qu'il a inventé, le monde dans lequel il vit. Alors l'humain invente le végétarisme, l'humain invente le céréalien, l'humain invente les hormones à placer dans les animaux. Pendant longtemps, on avait une bonne farce, celui qui est chauve. C'est parce que, bon, il est trop sexy, ou etc. Aujourd'hui, non, une personne chauve ou une personne extrêmement poilue peut être une personne qui mange trop de viande. Parce que les hormones contenues dans la viande, évidemment, créent des mécanismes d'effets secondaires chez l'humain, comme les femmes qui ont plus de pilosité, comme les femmes qui ont des problèmes de menstruation. Est-ce que c'est des problèmes d'énergie supramentale? Oh, c'est peut-être des problèmes d'énergie hormonale, plus précisément. J'ai connu un fermier qui, effectivement, nourrissait ses bœufs avec des hormones, et lorsqu'on lui demandait quelle quantité d'hormones il plaçait à l'intérieur de la nourriture, ça se dit pas, qu'il disait. Et si on lui demandait, on lui demandait pas parce qu'on savait très bien que lui, la viande qu'il mangeait, c'était ses propres bœufs, mais qu'il ne nourrissait pas comme ceux qu'il vendait, mais nourris avec la nourriture conventionnelle comme on le faisait dans l'Antiquité. Parce que lui ne se risque pas à manger les toxines contenues dans les bœufs, dans les moutons, parce qu'on parle du poulet. Oh, on parle du poulet, mais il faut comprendre que les hormones, il y en a partout maintenant. Très intéressant. Alors, l'homme a inventé tout ça, l'humain, donc l'homme, la femme et l'enfant. Et maintenant, on essaie d'inventer une mécanique qui pourrait nous permettre de fuir, de quitter ou de nous désassujettir du monde inventé par l'humain dans lequel nous sommes nés. Maintenant, ce monde que nous avons bâti. Nous l'avons bâti pourquoi? Non pas comment on s'en fout. Pourquoi? Y a-t-il une raison majeure intelligente qui nous permette d'avoir créé un monde qui entretienne encore la maladie? Parce que si la société d'aujourd'hui n'est pas une société d'entretien de santé, elle est une société d'entretien de maladie. Si elle n'entretient pas l'air pur, elle entretient l'air pollué. Si elle n'entretient pas l'eau pure, elle entretient l'eau polluée. Et ce ne sont pas que les compagnies ou les gouvernements. On en a la preuve aujourd'hui avec le nettoyage du canal de la Chine. On découvre de tout ce que les honnêtes citoyens ont décidé de se débarrasser à un moment donné. Et il y a des villes comme Montréal qui offrent des services de camionnage gratuits pour se débarrasser de nos vieux poêles, frigidaires, nos vieux matelas, nos belles-mères. Et c'est gratuit, une condition, soyez présent à l'heure où vous nous demandez de passer. Et la ville passe avec un camion et elle le ramasse. Et non, les honnêtes citoyens préfèrent mettre ça dans un trailer qu'ils louent, s'en aller jusque dans une dombe ou sur le bord d'une rivière et mettre ça dans l'eau, au risque de se faire pincer, au risque de payer des amendes, en dépensant de l'énergie de l'effort, alors que c'est gratuit, le service. Si l'humain ne connaît pas ce service, il devrait se dire que s'il n'existe pas, on devrait l'inventer et en parler aux élections. Et là, il apprendrait qu'il existe déjà. Et non, l'humain préfère se débarrasser de tous ces mécanismes, comme il vomit ses mémoires dans la tête de d'autres. Les autres, il les appelle des psychologues. Mais enfin, l'humain aime se débarrasser de toutes ces choses qu'il a créées, qu'il a accumulées, qu'il a orchestrées, qu'il a amenées à lui. Et il s'en débarrasse n'importe où, ce qui crée évidemment des problèmes comme on connaît aujourd'hui. Une société bâtie avec autant de déchets connus ou ignorés que bâtie sur des choses qui ont une valeur absolument extraordinaire. Si on regarde les maisons bâties dans certaines régions de la ville de Montréal, c'est génial. Telluriquement parlant, c'est génial. Si on regarde d'autres maisons bâties sur d'autres territoires, comme à Ville-la-Salle où on doit démolir, bien évidemment, c'est un peu moins génial. Bâties sur des dépotoirs qui sont presque radioactifs. Alors, si on regarde la maladie comme facteur d'évolution, à un moment donné, tu me demandais si la peur était une mécanique qui poussait l'humain à évoluer. Moi, je t'avais répondu que la souffrance était une mécanique qui obligeait l'humain à évoluer et que la peur était une mécanique qui obligeait l'humain à freiner.
La maladie amène donc la souffrance. La maladie, elle amène la souffrance et dans le corps physique et dans le corps psychologique. La maladie, elle amène l'insécurité. Elle amène une transformation, une mutation corporelle au niveau moteur, au niveau réflexif. Donc, elle amène de l'insécurité au niveau de la compréhension, au niveau de notre vie, au niveau de de la souffrance à venir, au niveau des opérations, au niveau de la vie psychologique qu'on s'était projetée. Une personne qui est atteinte du sida ne peut pas concevoir sa vie comme une personne qui ne l'a pas. Alors, veut pas, la maladie, elle amène un immense facteur de souffrance physique et un immense facteur de souffrance psychologique. Maintenant, qu'est-ce qui est important au niveau de la maladie? La souffrance physique ou la souffrance psychologique? Où pouvons-nous trouver un facteur d'évolution dans la maladie? Est-ce que la maladie est un facteur d'évolution ou une expression de l'involution? C'est assez intéressant de se poser la question parce que, ou bien on lutte mordicus pour détruire la maladie de la surface de notre terre, ou bien on comprend la maladie et on accepte d'apprendre les leçons qu'elle nous amène. Alors, il y a évidemment une question fondamentale. La maladie est-elle un facteur évolutif ou une expression de l'involution de l'humain? Normalement, lorsqu'une limitation apparaît, l'humain parle d'involution, de blocage. Ce n'est pas toujours un blocage. Ce sont des fois des examens. L'examen qui empêche l'élève, qui l'empêche de passer du secondaire 4 au secondaire 5, est un blocage. Mais c'est en même temps très salutaire, parce que s'il n'a pas la faculté de monter en secondaire 5 et par la suite au cégep, il aura de gros problèmes. Il doit être examiné, c'est-à-dire qu'il doit être testé. Lorsque l'humain remplace la vie, il crée des examens, il crée des tests pour voir si vous allez vous tuer au volant ou si vous allez être capable de conduire une automobile, un examen. Mais la vie aussi a ses examens. Et la vie a aussi ses facteurs de blocage. C'est-à-dire que tout ce que nous laissons au hasard n'aboutit habituellement jamais où on veut que ça aboutisse. Et l'humain qui vit en société s'en remet presque toujours au hasard d'une élection politique, au hasard de l'intelligence ou de la manipulation astralisée des dirigeants politiques, au hasard des médecins, au hasard de la vie. Il a mal à la tête et il espère que ça va passer. Il a des crampes d'estomac et il espère que ça va passer. Il a mal aux dents et il espère que ça va passer. Il espère. Et lorsque l'humain espère, il remet sa vie entre les mains de facteurs qu'il ne connaît pas. Et lorsque l'on remet sa vie entre les mains de facteurs que l'on ne connaît pas, on ne peut pas savoir où la vie va nous mener. Lorsque l'humain ne connaît pas ces facteurs, il les catalogue. Alors l'humain appelle ces facteurs inconnus Dieu, destinée, évolution, etc. Mais ça ne change rien. D'autres peuvent appeler cela Satan, involution, manipulation. Ça reste des facteurs inconnus. Qu'est-ce qui amène l'état de maladie dans le corps de l'humain? Si l'humain est régi par l'intelligence comme l'homme nouveau va être régi par l'intelligence, il va s'arranger pour que d'une façon génétique, la maladie tende à disparaître. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Pour la femme ancienne, d'avoir un enfant en parfaite santé qui ne peut pas génétiquement recevoir les probabilités de tort pathologique de son propre véhicule, de son propre corps et de celui de son mari. Ou bien, si pour elle, c'est important d'avoir un enfant qui aura été génétiquement, sexuellement conçu par elle. Je veux dire ceci, je ne dis pas je vais poser une question et ce sera à vous d'y répondre selon votre propre vibration, votre propre résonance avec ce que j'appelle moi l'homme nouveau. Une femme est cardiaque, elle a 38 ans. Elle souffre d'angine de poitrine. Elle n'a pas fait d'infarctus, mais elle souffre d'angine. Elle est mariée avec un homme qui, lui, souffre d'insuffisance cardiaque, qui de temps en temps lui amène ce qu'on appelle communément de l'eau au poumon. Il n'a jamais eu d'œdème aigu du poumon, d'OAP, mais de temps en temps, il a de la difficulté à respirer. Alors, ces deux personnages veulent avoir un enfant.
Lorsqu'une personne rentre dans un hôpital, même si on est relié à une intellectuance mémorielle, expérientielle, les médecins ne peuvent pas s'empêcher de demander aux patients, est-ce que dans votre famille, il y a des personnes cardiaques? Est-ce que dans votre famille, il y a des personnes épileptiques, diabétiques? Preuve que même, malgré l'humanité que nous avons aujourd'hui, on sait que le facteur génétique, que la maladie, que plusieurs formes de maladies sont transmissibles par la génétique. Alors on devrait placer quelque chose, n'enfantez pas des enfants malades. Et si vos parents auraient compris cela, vous seriez tous présents aujourd'hui, mais peut-être pas dans les mêmes corps. Et ça, il faut le comprendre. Vous auriez peut-être des corps qui, aujourd'hui, n'auraient jamais encore connu la maladie. Évidemment, il y a les maladies physiques, les accidents. Il y a certaines formes de maladies astralo-vitales, ce que la médecine appelle psychosomatiques. On va y revenir. Mais la majorité des maladies sont des faiblesses génétiques qui placent le corps physique soit d'une façon à être moins résistant aux facteurs extérieurs, ou soit carrément de façon à être moins résistant au puisement de la psychologie astrale dans l'énergie vitale qui garde la mémoire du corps physique. Alors, cette femme qui a des problèmes cardiaques et ce mari qui a lui aussi des problèmes cardiaques vont avoir un enfant qui aura 80% des chances d'être cardiaque lui aussi avant 40 ans. Si la mère et le père décident d'avoir un enfant dans un but intelligent, je vais faire une conférence en septembre sur les mécanismes de l'accouchement et j'ai déjà fait une conférence sur la conception de l'enfant et on va en refaire un autre. Si les parents veulent avoir un enfant qui ne risque pas d'être malade génétiquement, la science vient dire, parfait, nous allons tripoter vos gènes de façon à essayer d'éliminer les facteurs de probabilité pathologique coronarien ou cardiaque. Mais c'est absurde, parce que la mutation opérée par l'humain à travers le gène opère d'autres mutations qui ne peuvent pas être comprises par l'humain et qui ne seront jamais comprises par l'homme ancien. Alors on risque de s'en aller vers une dégénérescence évolutive de la race humaine. Par contre, il va de soi que si la mère a un enfant avec un père qui n'est pas atteint de problèmes cardiaques et qui, dans sa famille ou dans sa descendance ou dans son arbre généalogique, n'a pas de problème cardiaque, les 80% de probabilité coronarienne ou cardiaque pathologique peuvent être diminuées à 60, 40 ou 30%. Et il va de soi que si la mère et le père n'ont aucun problème cardiaque, conçoivent un enfant qui sera éduqué et élevé par les deux parents cardiaques, l'enfant n'aura aucune probabilité d'être atteint de problème cardiaque. Cela veut dire qu'en quelques générations, la grande majorité des maladies et des faiblesses humaines seront disparues de la surface des endroits où on aura compris l'intelligence de créer des corps en santé. Alors, je ne suis pas contre, l'humain n'y arrivera jamais, donc ça ne vaut pas la peine d'être contre. Le fait que l'humain tripote la génétique en laboratoire. Je ne peux pas être contre parce que ça ne marchera pas. Et si ça marcherait, je serais contre. Mais je suis tout à fait d'accord parce que je comprends l'intelligence d'avoir des corps en santé pour que les parents s'ajustent de façon à avoir des corps en santé. L'humain fait tout par désir psychologique. L'humain fait tout par manipulation astrale, donc l'humain fait tout par coup de foudre. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme ont des problèmes psychologiques, non, ce ne sont pas des problèmes encore, ils ne sont pas connus comme étant des problèmes, on appelle ça des trous. On appelle ça des manques. On recherche son âme sœur, sa moitié. C'est un trou. Quand il nous manque une moitié de quelque chose, c'est un trou. Alors on recherche la douce moitié, qui devient souvent du papier sablé moitié. Ça ne reste pas doux longtemps, normalement. Mais enfin, on s'arrange toujours pour essayer de sabler le sablage de l'autre, et puis on ajuste. Hein? Bon, tant bien que mal. Et lorsque l'humain rencontre une autre personne par attraction émotive, il ne peut pas évoluer d'une façon intelligente. Ceux qui se sont connus par attraction émotive et qui se sont mariés, eh bien, vous restez mariés. Ceux qui se sont divorcés, vous restez divorcés. Ceux qui sont à côté, vous restez à côté. Maintenant, est-ce qu'on est capable de transformer une
relation émotive en relation intelligente. Y a-t-il des raisons intelligentes qui poussent les humains qui sont présentement ensemble à devoir rester ensemble? Il faut trouver. Il y en a sans doute, il faut trouver. Mais c'est une question intéressante à se poser. Je t'aime, tu m'aimes, blablabla, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Je m'ennuie quand tu n'es pas là, j'espère que tu t'ennuies quand je suis pas là. Bon. Tu m'apportes plus autant, mais tu m'apportes encore. Bon. Maintenant, y a-t-il une raison intelligente qui me porte à rester avec toi? Autre qu'émotif. Oui, ça coûte moins cher de loyer. Ah, c'est une raison intelligente. Ça vaut-tu le prix? Ah, faut voir. J'apprends énormément de choses qui me permettent de me transformer, même si ça me fait chier. Moi, c'est une bonne raison intelligente. Et là, on se rapproche de la maladie. Y a-t-il une raison intelligente d'être malade? Regardez ceci. Vous allez comprendre une chose. Maladie ou non. Eh oui, on recommence. Bon. Si vous voulez, j'ai pas de matériel didactique assez consistant. Ça ici, c'est vous ou toi. D'accord? Ça ici, c'est votre chemin dans la vie. Comme ça. Où je vous cherchez. Et le chemin qui est ici, qui, pour ceux qui sont en arrière, est comme cela, est le chemin futur de votre vie. Et c'est ce que vous avez créé par projection consciente ou inconsciente depuis que vous êtes au monde. Et c'est aussi une grande partie de votre destinée, c'est-à-dire des probabilités qui obligent votre vie. Vous ne pouvez pas devenir résistant afghan en étant né au Québec. Bon. Alors, en partant, il y a une destinée. Maintenant, ce qui arrive, il arrive ceci, c'est que lorsque l'humain se conscientise, lorsque l'humain devient intelligent, c'est-à-dire lorsque l'humain devient assujetti à une intelligence qui n'est pas expérimentée et qui n'est pas expérimentable tant qu'elle n'est pas exprimée dans la conscience mentale de l'humain. Lorsque l'humain se conscientise, cela veut dire que l'humain apprend à connaître une chose. Il apprend à expérimenter une nouvelle chose. Il apprend à connaître le fait qu'il est capable de connaître sans connaître. Il apprend à connaître le fait qu'il est capable de savoir sans avoir appris. Il apprend à un moment donné que par la parole, entre autres, et surtout, il arrive à être capable de répondre à des questions qu'on n'a jamais pu répondre. Il arrive à être capable de solutionner des choses comme un professionnel l'aurait fait sans que lui n'ait eu à passer par l'apprentissage. Il découvre qu'il est capable de savoir des choses sans l'avoir appris. Lorsque vous mémorisez des techniques automobiles, vous pouvez être mécanicien. Mais lorsque vous affrontez un domaine tout à fait inconnu de votre mémoire, vous n'êtes plus efficace. Sauf, et l'humain a toujours su un petit peu se connecter à l'intelligence supramentale, à l'esprit, à son esprit. Alors certains deviennent adaptables, ajustables au nouveau, au neuf, à l'inconnu. Lorsque l'intelligence commence à animer les parcelles neuroniques, donc les neurones et les cellules gliales des cerveaux de certains humains, ceux-ci deviennent attirés. Ce qui monte converge, a dit un ancien bonhomme. Lorsque l'humain commence à être régi par de l'intelligence et non plus que par de l'intellectuance, donc de la mémoire. Lorsque l'humain commence à penser comme l'humanité n'a jamais pensé. Lorsque l'humain commence à aimer comme on n'a jamais aimé. Lorsque l'humain commence à parler et à ajuster sa parole comme on ne l'a pas faite. Lorsque l'humain commence à avoir des émotions comme on ne les a pas décrites jusqu'à date. Lorsque l'humain commence à savoir des choses, juste parce qu'il sait. Et lorsqu'on lui demande comment ça se fait que tu le sais, tu le sais. Tu le sais. Rien d'autre. Lorsque l'humain commence à devenir fou pour les autres, tout en devenant plus efficace que les autres, preuve qu'il n'est pas fou, automatiquement, il se rapproche d'un chemin qui va tendre à lui amener plus de facilité, moins de souffrance,
Un chemin qui va l'obliger, par contre, à transcender l'humain terrestrifié, à transcender les parties humaines de l'humain, pour que ce qui habite l'humain et qui est enterré, étouffé, enseveli sous le poids de la mémoire, finisse par sortir à travers les cendres. C'est ce qu'on appelle la partie divine de l'humain. Il y a autre chose supérieure à la partie divine de l'humain, mais pour l'instant, c'est la partie divine, ce que j'appelle moi la partie intelligente de l'humain qui va sortir. Plus l'attente est longue, plus les cendres sont épaisses. Mais plus la flamme sort haute quand ça sort. Lorsque l'humain se conscientise de plus en plus, il finit par être attiré. Si l'humain s'en allait comme ça, il finit par être attiré par le chemin que lui s'est constitué et que l'intelligence lui donne. Lorsque l'humain s'en vient comme ça et qu'il doit croiser sa vie, ce que moi je pourrais appeler sa mutation, ce que d'autres appellent sa fusion, avec un plan intelligent. Mutation en Dieu, fusion avec une énergie supérieure, comme vous voulez. Mais lorsque l'humain s'approche du désassujettissement de la manipulation planétaire astralisée du ciel, et ainsi que du monde des morts, comme j'en ai déjà parlé souvent, si vous avez des questions après, on va y revenir, lorsque l'humain est conscientisé, il est attiré par l'intelligence, alors automatiquement sa vie va être déviée, irrésistiblement malgré son ego, malgré sa mémoire, ça va shaker, ça va bouger. Il va se sentir perdu, il ne saura plus. Il va dire, je vais là. Puis la mémoire va dire, non, le cave, là, tu connais ça. Puis là, l'intelligence dit, oui, mais j'ai comme le feeling que laisse ton feeling, va-t'en vers. Ça crée des problèmes. Lorsque ça crée des problèmes, il vient un temps où votre chemin intelligent doit s'accomplir dans le temps. Lorsque ce n'est pas le temps, ça ne peut pas s'accomplir. Si vous devez acheter la compagnie Nordair, il faudra attendre qu'elle soit en vente et qu'elle cesse de faire des profits. Il faudra attendre que les dirigeants ou les actionnaires veulent bien la vendre. Vous ne pouvez pas l'acheter avant son temps. Si vous voulez acheter une bicyclette à votre enfant et le voir dans le dîner dessus, il faudra attendre qu'il y ait un peu plus que 6 mois. Sinon, il va dans le dîner en dessous. Chaque chose se fait lorsque le temps est là. Et ça, l'humain ne le comprend pas. Lorsque le Nazaréen disait « mon heure n'est pas venue », c'est ça que ça voulait dire. On me demande de temps en temps « pourquoi ne faites-vous pas des conférences à la Place des Arts ?» C'est pas le temps. Je sais que si je fais une conférence à la Place des Arts, je vais remplir. Pourquoi? Parce que lorsque l'humain va juste savoir que Daniel Kem est à la Place des Arts, ils vont se dire « à la Place des Arts, mais merde, il doit être bon. » Et non, il n'est pas plus bon, mais la Place des Arts donne l'impression que c'est bon, puis là, le monde du garage peut venir voir. Et un jour, je vais leur tendre un piège comme ça. C'est pas le temps. Les choses viennent quand c'est le temps. Et ça vient toujours facilement. Lorsque le bonhomme ou la bonne femme ou l'enfant commence à shaker comme ça, là, ça commence à pisser partout, les voisins, sa douce moitié ou son doux moitié, commencent à avoir des problèmes. Ils disent éclaboussures. Mais regardez ce qui se passe. Il arrive ceci, ce papier blanc ici est l'endroit où votre vie croche doit maintenant toucher à la vie intelligente où vous allez commencer à voir clair. Sauf que si vous êtes placé ici, eh bien, si vous continuez à évoluer comme vous le faites, vous allez traverser votre chemin de vie avant le temps. Alors, il se passe ceci de très, et c'est un terme merveilleux, très chiant. C'est pas souffrant, c'est pas triste, c'est pas... Non, c'est chiant. C'est merveilleux. C'est drôle, mais c'est un terme impeccable, un terme québécois. Lorsque vous approchez, c'est compliqué. Lorsque vous approchez, votre vie chemine lentement pour vous rejoindre. Et vous ne pouvez pas passer avant. Alors, vous allez vous casser une jambe et cesser d'avancer. Alors, vous allez être malade et souffrir, brouter, essayer de
au lieu d'être assujetti au plan d'involution, vous allez être assujetti au plan de l'évolution. Alors, automatiquement, vous ne pourrez pas devancer. On ne va pas plus vite que son temps. Alors, ce chemin va avancer et vous allez brouter jusqu'au moment donné où vous allez dire, il me semble que ça vient. Cette année, c'est mon année. Oui, tu perçois. Mais c'est pas le temps. La personne décide de le faire tout de suite et elle se casse la gueule. Attendre. Une attente active, et ça, on va y revenir. Alors, le temps avance lentement, et à un moment donné, tout semble se défaire. Tout semble fonctionner, tout semble se libérer, tout semble marcher. On avance de 1, 2, 3, 4 pas, comme ça. Et on recommence à être bloqué. Tous les mécanismes temporels ne sont pas encore arrivés. Ce n'est pas éclos. Alors, la majorité des humains ne comprendront pas ce qui arrive. Et lorsque je parle de la fusion, je peux aussi parler de n'importe quel mécanisme. Je connais des personnes, moi, qui ont essayé de venir ici au centre de l'universalité pour m'entendre à une conférence et qui ont essayé pendant presque, je crois que c'est 8 ou 9 mois, et qui n'ont jamais réussi à venir. Certains ont décidé de ne plus venir parce qu'ils n'avaient pas à venir. Pas parce qu'ils ne sont pas assez évolués, parce que leur forme de pensée n'est pas en résonance avec ma forme de langage. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir. Ils vont comprendre ce qu'ils ont à comprendre en écoutant une autre forme de langage. Et c'est normal, c'est correct, c'est bien. D'autres personnes ont soudainement pu venir. Et ils disent, c'est drôle, mais j'ai comme, eh oui, c'était le temps. C'est tout. Certains viennent une fois, 2 fois, et ne reviennent plus. Ils avaient, et ils sont venus chercher que ce qu'ils avaient besoin. La chose, ou chaque chose, se fait en son temps. Lorsque l'humain dit, alors, à quoi ça sert de précipiter? Si j'ai à guérir, je vais guérir. Pourquoi prendre des médicaments? Si j'ai à évoluer, je vais évoluer. Alors pourquoi aller à des conférences? Eh bien, justement, si vous avez à guérir, vous allez guérir. Vous allez rencontrer le médecin ou la médecine qui va vous guérir. Mais si vous ne prenez pas de médicaments, même si vous avez à guérir, vous ne guérirez peut-être pas. C'est ça l'attente active. Être toujours disponible à agir. Mais sans vouloir à tout prix agir lorsqu'on découvre que ça ne peut pas fonctionner. La maladie est un des grands facteurs évolutifs de l'humanité. La maladie est un facteur qui embête l'humain et qui, malgré que c'est un facteur qui supplie le manque d'intelligence, le manque de savoir instantané, pour bloquer l'humain, pour que l'humain prenne un break, pour que l'humain se repose, ou pour que l'humain nourrisse l'astral collectif de façon à faire payer, ou de façon à payer, à supporter une partie de l'ensemble karmique collectif. Lorsqu'une personne a un accident d'auto qu'il reste handicapé pour sa vie, il assume le karma de notre société. Il paye pour tout le monde. Et il est normal que notre société paye pour lui fournisse des choses. Bâtisse des trottoirs pour lui, des chaises roulantes qu'elle paye, qu'elle finance, qu'elle crée des organismes. Et si ce n'est pas le gouvernement, la société va le faire. Alors on a Centraide, alors on a ceci, alors on a cela. C'est normal. Et ça, c'est une maladie physique, l'accident. Les maladies karmiques planétaires sont des maladies qui sont virales pour la plus grande part. Toutes les maladies vénériennes sont des maladies karmiques planétaires. Toutes les maladies pulmonaires sont des maladies karmiques planétaires. La grippe, le rhume, la pneumonie, la tuberculose, etc. Maladie karmique planétaire, cela veut dire que vous restez trop intimement relié à votre mémoire génétique, à votre mémoire ancestrale, à votre mémoire traditionnelle, à votre mémoire familiale, à votre famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne coupe énergétiquement, pas lorsqu'une personne sac son camp, lorsqu'une personne coupe énergétiquement avec sa tradition, avec sa famille, avec son passé, lorsqu'elle accepte de renaître réellement,
Ça a l'air bien con de dire les maladies vénériennes ne la pogneront plus, même si ça couche avec un débile qui est tout pogné avec ça. Non. Si elle couche avec une personne qui est pleine de maladies vénériennes, qui les a toutes une par-dessus l'autre, syphilis grimpante en passant par la gonorrhée et tout cela, elle a de fortes probabilités de l'attraper, pour la simple raison qu'elle fait l'amour, comme l'humanité a toujours fait l'amour, par besoin psychologique. Lorsque l'humain se coupe de ses mécanismes ancestraux planétaires, il se coupe de ses maladies. Avez-vous une raison intelligente de rester avec la personne avec qui vous restez? Avez-vous une raison intelligente d'être en santé? Et là est la solution. Elle est simple. Tellement simple que partout où je la dis, elle ne reste pas. Avoir une raison intelligente d'être en santé. Une raison émotive majeure d'être en santé peut amener la guérison. Peut. Très rarement. Le médecin sait très bien qu'une personne qui veut guérir a plus de chances. Ça va de soi. Et une personne qui soudainement décide d'haïr quelqu'un, à vouloir le tuer, peut guérir drôlement rapidement. Et elle peut même vivre 10 ou 15 ans de plus malgré un cancer terminal pour pouvoir assouvir sa haine. Et une personne qui soudainement décide d'être millionnaire, d'être un empereur sur la planète. Une personne qui soudainement décide d'avoir des projets immenses. La résonance mentale dans sa psychologie astrale de ce projet peut faire en sorte d'augmenter son taux vibratoire vital à un point tel qu'elle va se guérir. Mais c'est très rare, il faut avoir une maudite motivation. Une raison intelligente d'être en santé. Une. Ça ne demande même pas de la motivation, c'est de la compréhension. Voir l'absurdité de son état actuel, ce n'est pas suffisant. Voir l'intelligence de l'amélioration, c'est suffisant. C'est aussi pesant ou léger que de dire « Ayez la foi et vous transporterez les montagnes ». C'est aussi con et aussi cave que de dire ça. Et comme ça, ça marche. Une raison intelligente. La grande part des maladies, chez l'être qui se conscientise, n'ont pas besoin d'être là. Elles n'ont pas de raison fondamentale d'être. Et elles ne sont présentes que parce que celui qui se conscientise ne comprend pas l'intelligence de ce qui lui arrive ou de ce qu'il fait. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Au niveau de la conscientisation, il ne comprend pas ce qu'il fait. Il cherche. Celui qui cherche sera malade. Celui qui cherche trouve. Ouais, trouve pas de ce qu'il cherche, mais il trouve. Et celui qui cherche sera malade. Montrez-moi un humain qui cherche depuis plusieurs années et qui est en santé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne dis pas un qui étudie la Bible depuis plusieurs années, je dis un qui cherche. Pas un qui a tout trouvé et qui trouve tout le temps. Là. Un qui cherche. Montrez-moi un humain qui cherche depuis plusieurs années, depuis 10 ans ou plus, et qui n'est pas malade. Et je vous montrerai un homme nouveau. Une personne qui a su arracher sa peau pour pouvoir permettre à ce qui est en dessous de pouvoir sortir et d'exprimer. Alors, la personne qui cherche sera malade. Et c'est déjà d'ailleurs parce qu'elle cherche qu'elle est malade. La semaine dernière, une personne me disait, elle me demandait à propos du programme Maître Contrôleur si c'était vrai que si rapidement que ça, on pouvait arriver à ça. Alors moi, je lui répondais que ça dépendait des personnes. Alors elle dit, je comprends bien, tout s'achète. J'ai trouvé intéressant sa forme de sa situation psychologique. Elle m'a dit qu'elle enquêtait pour quelqu'un qui voulait s'inscrire au PMC. C'est intéressant. Tout s'achète. On peut acheter tout. On peut même acheter l'évolution. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? N'est-ce pas que vous souffrez? N'est-ce pas que vous êtes malade de temps en temps? N'est-ce pas que vous êtes orgueilleux? N'est-ce pas que vous regrettez? N'est-ce pas que vous cherchez? Est-ce que c'est gratuit? Quand une personne perd un membre de sa famille, elle paye. Quand une personne perd sa santé
ou sa jeunesse, en se brûlant à l'expérience de la vie, elle paye. C'est-à-dire qu'elle achète la connaissance. Lorsqu'elle va à l'école, on dit que c'est de l'école gratuite jusqu'à l'université, puis après, ben, on tente plus ou moins de faire semblant de baquer. Bon. Oui. Mais l'enfant qui était allé à l'école gratuitement jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Il a acheté de la connaissance avec sa jeunesse. Tout se vend, tout s'achète? Oui. Oui. Acheter à la bonne place peut coûter moins cher. Acheter en différé coûte en intérêt. Celui qui veut se bâtir une automobile pour économiser, ça peut lui coûter pas mal plus cher que s'il l'achète. Il peut avoir plus de problèmes. Et s'il a la connaissance, il peut économiser en maudit. Ça dépend des personnes. Comprendre, chercher. Une raison intelligente, et vous êtes déjà sur un chemin tout à fait différent. Tout à fait différent. Le problème, qu'est-ce qu'une raison intelligente? Je te pose la question, réponds, je vais boire un peu. Pour moi, une raison qui serait intelligente, c'est parce qu'en même temps que tu me demandais ça, tu vois, j'avais une question dans la tête. Pose ta question. OK. Chaque être humain sur la planète a une tonalité, une vibration à rayonner. Jusqu'à quel point tu peux t'écarter de cette vibration-là ou du chemin, comme tu disais tantôt, avant qu'apparaisse la maladie? Bon. Ce bonhomme-là, il a un chemin méridional, c'est-à-dire qu'il y a une forme de méridien qui le porte à se diriger bêtement, naturellement par là. C'est sa vie. Ce gros bonnet-là, lui, il a une vie qui l'amène à se diriger comme ça, par là. Et l'autre, pardon, cette femme, elle a aussi une forme énergétique qui l'amène à se diriger par là. Si ces deux se marient, ils risquent de rester mariés. Je dis mariés comme ça, mais enfin, si, ça cote. Légalement, religieusement ou sournoisement. Ils devraient être capables de vivre toute leur vie. Et mais il y a ce personnage qui traverse la vie et qui, lui, se dirige par là. Étant donné que l'être humain est collectif, qu'est-ce que c'est être collectif? Ça veut dire que si lui va par là, ben lui, il se dit, merde, peut-être qu'il se par là, faut aller. Et lui qui s'en va par là, ben il rencontre les deux ici qui s'en vont par là, et il se dit, peut-être c'est par là, faut aller. Alors lui, il se tasse un peu, les autres se tassent un peu, tout le monde est content, puis il n'y en a plus un qui va à sa place. Ça, c'est l'évolution collective de l'humain. Alors, l'humain, jusqu'à quel point peut-il arriver à être en désharmonie avec sa propre vie? Tout à fait, totalement. Il peut arriver à être totalement. Il peut arriver à s'en aller par là, quand en réalité, il devrait s'en aller par là. Bon. Il peut même arriver à s'en aller dans le sens opposé, tandis qu'il devrait aller de l'autre côté. Tout à fait dépendant, premièrement, de quelle façon il se collectivise, de quelle façon il accepte l'assujettissement collectif, de quelle façon il est traditionnel, donc conservateur, de quelle façon il est régi par la pensée collective. Et c'est pourquoi, lorsque je dis que lorsque l'humain rentre dans sa propre intelligence, moi d'en verser un peu parce que j'aime pas mouiller, lorsque l'humain rentre dans sa propre intelligence, automatiquement, il se dirige là où il doit aller. Alors l'humain ne se demande plus, l'humain ne cherche plus, l'humain sait. Sauf que lorsque nous nous dirigeons en gang, tous ensemble vers la même chose, et que l'on dit « oh, je sais », tu ne sais pas. Parce que si j'élimine toute ta gang, tu vas douter. Alors celui qui est dans une religion organisée, dans une philosophie organisée, dans une mentalité organisée, dans une école organisée, organisée dans le sens de la conscience, automatiquement, il ne peut pas savoir où il va. Il va dire, je sais où je vais où les autres vont. Mais lui, il ne dira pas ça, il va dire, je vais vers la porte numéro 4. Mais c'est sûr, tout le monde dit, aller vers la porte numéro 4, alors il va dire, aller vers la porte numéro 4. Et si on lui dit, oui, mais tout d'un coup, que... Non. Il ne voudra rien savoir, il ne voudra pas envisager la possibilité que peut-être il se trompe, tandis que l'homme nouveau qui s'en va par là, lui, d'un coup, tu te trompes, oui, ça se peut, mais si je le vois, moi, je change de place. Pour l'instant, je ne le vois pas, je continue. C'est très, très, très simple et l'humain peut se dégager totalement de son chemin parce qu'il se collectivise. Et ça, c'est simple, c'est qu'on a des auras, n'est-ce pas?
Et on émet de l'énergie, on émet un paquet d'ondes. Et chaque fois qu'on est dans une société, d'ailleurs l'humain ne peut pas faire autrement que vivre dans une société parce qu'il a besoin de l'énergie des autres pour se transmettre la connaissance, mais ça c'est l'humain de l'homme ancien. L'humain interfère. Chaque fois que tu places deux aimants l'une à côté de l'autre, automatiquement les champs magnétiques des deux aimants vont être perturbés. Tu n'as plus les aimants aussi purs. Je disais que si on attachait deux oiseaux l'un à l'autre, on avait 4 ailes, mais il n'y a rien qui volait. C'est le même mécanisme. Et cela ne veut pas dire que toi et moi, vu qu'on est côte à côte, automatiquement que nous nous perturbons. Mais veut pas, nous allons nous ajuster. Et si je reste intelligent et individuel dans mon intelligence, et que tu fais la même chose, même si on s'ajuste dans l'expression évolutive de la planète, donc dans nos corps physiques, dans notre langage, dans nos questions, ce soir, tu me parles pas de bateau, on est d'accord pour faire un travail. Notre union est limitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas éternelle. On a accepté de faire cela pour l'instant, et nous sommes nos seuls maîtres, c'est-à-dire que lorsque c'est fini, tu t'en vas chez vous, tu oublies, tu es toi, tu restes toi, tu fais ce que tu as à faire. Et moi, je suis moi, je ne veux plus rien savoir de toi. Je suis tout à fait moi. Lorsqu'on se rencontre tous les deux, s'il y a quelque chose à faire, on le crée. S'il n'y a rien à faire, on ne le crée pas. On n'est jamais malheureux. On n'est jamais jaloux l'un de l'autre. On ne s'ennuie jamais l'un de l'autre et on adore se rencontrer, etc. Pour la simple raison que je te permets d'être toi. Et tu me permets d'être moi. Vu que nous nous respectons, nous pouvons être ensemble. Si chaque fois que tu as une idée, je te dis, ben non, c'est pas correct. Si tu dis là, oui, non, ça n'a pas d'allure. T'es bien niaiseux. Je veux te forcer à devenir moi. Je ne te respecte pas, je veux te tuer. Et comme l'humain est collectivisé, l'humain intelligent individuel n'existe pas pour l'instant, à peine. Il est en train de naître, mais il y a des résistances, évidemment. Alors, automatiquement, il y a des mécanismes de problème, il y a des paramètres limitatifs qui obligent l'humain à être collectif. Lorsque l'humain est dans son intelligence, là, l'humain peut commencer à envisager qu'est-ce que c'est qu'une raison intelligente. Et la maladie, si on en parle au niveau de la perte d'énergie vitale, je te donne un exemple que je trouve. J'ai vu cette semaine quelqu'un qui parlait d'une montre solaire. Puis il disait, si la montre est exposée 5-6 minutes à plein soleil, elle garde d'énergie pour 48 heures. Si elle est exposée et que le temps est nuageux, ça prend une demi-heure. Et si c'est de l'énergie artificielle, comme des lampes ici, ça prend 12 heures, puis fin 48 heures pareil. Donc, c'est un peu comme l'homme ancien qui a besoin de référer à travers de la connaissance artificielle, ça prend plus de temps pour en arriver au même résultat, tandis que l'autre, au niveau de l'énergie vitale, ne peut jamais presque être malade s'il va à plein soleil, pleine énergie vitale. Mm-hmm. L'exemple est bon. Il faut comprendre que quand je disais à un de mes amis qui est médecin que 99% des maladies sont psychosomatiques, lui me disait qu'en réalité, c'était 100%. Bon. L'humain a une psychologie, ce que j'appelle moi de l'astral. La psychologie, c'est les mécanismes de relation dans le monde astral. Le monde astral est constitué de la mémoire. Il est constitué de l'émotion et des désirs. Ça, c'est l'astral. La relation entre les désirs, l'émotion et les mémoires, c'est la psychologie. Alors, on peut avoir des mécanismes de psychologie qui sont faux, des mécanismes de psychologie qui sont vrais, des mécanismes de psychologie qui sont compliqués, des mécanismes psychologiques qui sont simples, donc dépendant des humains. Et cela ne regarde pas nécessairement leur mémoire, leurs émotions ou leurs désirs, mais plutôt de quelle façon la relation se fait entre ces mécanismes. L'humain est donc constitué de ces trois choses. Il est constitué évidemment d'un corps vital qui est la vie, qui permet la mémorisation cellulaire, donc la constitution en forme. Il est aussi constitué d'une énergie intellectuante qui s'appelle mentale, qui n'a pas d'émotion, qui est capable de se servir des mémoires pour répondre sans émotion aux désirs de la psychologie. Alors l'énergie mentale, il a ça de supérieur en efficacité à la psychologie astrale, c'est qu'il ne fait pas référence aux émotions. Lorsque l'humain n'est pas suffisamment conscientisé dans son plan mental, l'humain ne régit sa vie qu'à partir de sa psychologie, donc à partir de la relation entre les mémoires, l'émotion et le désir. Il désire ceci parce que ça apporte de l'émotion. L'émotion, il sait que ça apporte de l'émotion. Et comment arriver à assouvir ce désir? Il fouille dans les mémoires pour savoir qu'est-ce qui a déjà mené cette émotion-là. Alors, il essaie de recréer dans la vie neuve des choses qu'il a déjà vécues dans le passé. Et c'est pourquoi il a toujours des problèmes.
Lorsque l'humain vit, lorsque l'humain est assujetti par le plan astral, lorsque l'humain n'est qu'un contexte mémoriel, émotif, désir, et ça, c'est beaucoup de monde. Et même celui qui, présentement, est dans la salle ici, celui ou celle, vit souvent que de cette façon, d'une façon psychologique. Parce qu'il a des rechutes. Alors, il a de temps en temps des pointes de conscience mentale. Le mental lui dit, hey, il me semble que... Mais bon, ça, c'est le début. C'est l'homme transitif, c'est la femme transitive, c'est l'enfant transitif. C'est parfait. Lorsque l'humain n'est régi que par le plan astral ou est régi en grande quantité par le plan astral, ce qui va arriver, c'est que l'astral, pour se nourrir, a besoin d'énergie vitale. Alors, elle va puiser dans le corps vital. Lorsque l'humain ne vit que du contexte psychologique, donc que du contexte astralisé, mémoire, émotion, désir, il puise dans le corps vital, ce qui fait que dans le corps physique, ça se répercute par une faiblesse. Cette faiblesse peut être marquée génétiquement par la constitution séraphique de l'enveloppe de l'âme, mais elle peut aussi être marquée par l'éducation du milieu, la génétique sociale, l'éducation du milieu. Donc, l'humain peut lentement apprendre à suctionner tellement d'énergie vitale pour arriver à vivre dans le même cadre social, émotif, psychologique, mémoriel et désir des autres. C'est normal que tu désires telle chose. Alors, si tu n'as pas suffisamment d'énergie pour toutes les désirer, tu vas, pour pouvoir tenir un standard de vie psychologique collectif comme tout le monde, puiser toi aussi dans ton plan physique, alors tu auras un standard de maladie physique comme tout le monde. Celui qui ne désire rien, si on regarde celui qui est berger dans un champ, à part certaines maladies qu'il va attraper directement de ses moutons, il n'a pas d'autres maladies. Il n'a presque pas de maladies. Mais c'est quoi ses désirs? Que ses moutons aient de la belle laine, qu'il n'y ait pas trop de loups, ou de renards ou de coyotes, bon, il s'en fout. Des maladies cheap. Des maladies cheap, oui. Il n'aura pas de maladie. Il n'a pas de désir. Par contre, si on va dans un peuple, dans un pays qui souffre énormément, des pays en voie de sous-développement, des pays qui guerroient régulièrement, des pays qui vivent de l'émotion, ou des pays qui vivent de la haute spiritualité. Donc, habituellement, les pays en voie de sous-développement ont plusieurs religions, et chaque individu s'adonne à plusieurs religions. Alors, ils vivent une haute spiritualité, ils ont besoin d'énergie pour rester là, pour vivre le standard collectif. Eux vont être plus malades. Et plus on va vers une société qui permet de l'émotion, du désir et l'accumulation mémorielle, regardons la nôtre, où tu regardes la télévision, tu as des choses à apprendre, tu peux mettre de la connaissance comme Léonard de Vinci n'a jamais réussi à en imaginer. Tu as des désirs et on te permet de désirer. On a une société de désir, une société de consommation, qui te permet de désirer d'une façon absolument incroyable. Et évidemment, tu as de l'émotion parce que dans cette société de consommation, il y a tout pour créer, gérer de l'émotion. Que ce soit encore la télévision, les films, que ce soit, etc. Alors évidemment, il y a plus de maladies. Il n'y a pas plus de maladies parce qu'on dit le stress rend malade. Non, le stress, c'est le symptôme de la maladie. Le stress ne rend pas malade. C'est comme si on dirait la maladie rend malade. Ben oui, c'est bien évident. La maladie rend malade. Et si tu n'as pas de maladie, tu n'es pas malade. Mais la maladie, c'est le fait d'être malade. Comme le stress, c'est le fait d'être stressé. Et le stress, c'est déjà le symptôme d'un début de maladie. Le stress ne rend pas malade. Le stress ne nuit pas à l'humain. C'est ce qui nuit à l'humain qui crée le stress. Il faut le voir dans le bon sens. Alors, si l'humain arrive à régir, si quelque chose chez l'homme arrive à régir son plan psychologique, pour qu'il ait moins de désirs, moins d'émotions et moins de mémoire, donc pour que ce contexte, pour que cette âme suce moins d'énergie dans le plan vital, donc pour que lui aussi, l'humain se décollectivise, alors automatiquement, il n'aura plus besoin, il ne sera plus attaché à cette recherche du standard de vie psychologique, émotive, de connaissance, et d'érudition et de désir de l'ensemble. Il s'en fout, il devient humble. Si l'humain n'est plus régi totalement, intégralement ou supérieurement par ce contexte émotif, de mémoriel et de désir, alors automatiquement, il va être régi par le plan mental. S'il est régi par le plan mental, il devient ce qu'on appelle dans le PMC son seul maître. C'est-à-dire qu'il n'est plus régi par la mémoire, donc il ne peut plus être collectivisé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être régi par tout ce que l'extérieur lui a donné comme éducation dans la mémoire. C'est par la mémoire que l'humain est collectif. Si tu n'as pas de mémoire, tu ne penses pas comme les autres. Tu ne désires pas les choses comme les autres. Tu ne connais pas les émotions que les autres connaissent. Tu connais ce que tu vas connaître maintenant. Tu ne désireras pas avoir un chat, avoir ceci, avoir cela, comme tout le monde. Tu n'auras pas le standard. Je me rappelle au Pérou, tout le monde voulait manger du poulet. Mais il y avait rien que du poulet. Dans la jungle, on pêchait le piranha. Tout le monde voulait manger du piranha ou du singe. On pêchait pas le singe, mais on chassait.
Et si on va au Guatemala, ben là, sur le bord de la mer, on veut ramasser d'autres choses. Et si on vient ici, ben là, on va avoir d'autres choses. Il y a un phénomène de standard de vie psychologique. Et c'est ce standard de vie psychologique qui est permis par la mémoire, qui crée la maladie, dans la majorité des cas, à part les maladies physiques, les accidents. Si l'humain est régi par le mental, s'il devient son seul maître, cela veut dire, qu'est-ce que c'est être son seul maître? Cela veut dire que tout ce que j'ai appris comme éducation ne vient plus décider ma vie. Je n'ai plus peur de verser de l'eau, ça ne me dérange plus. On m'a toujours dit, mais je n'ai plus peur. Je mange avec mes mains si ça me plaît, si je trouve que ça goûte mieux. Mais bon, si je vais dans un grand party, bien évidemment, je veux pas que tout le monde dorme pas le reste de la nuit, alors je mange avec ma cuillère. On appelle ça de l'hypocrisie, ou de la diplomatie, ou de la politesse. On fait la même chose. Mais je suis capable de m'ajuster. Mais quand je suis seul, je n'ai pas de problème. Alors donc, je suis mon seul maître, c'est-à-dire que je vais avec la résonance que j'ai par rapport à la vie, non plus à partir de l'éducation, donc du milieu, de la mémoire. Et ça, c'est déjà une chose. Je suis mon seul maître. L'émotion est régie aussi par la mémoire, c'est-à-dire ce que j'ai accumulé. Je sais ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Mais j'ai changé. Mais je ne sais pas que j'ai changé. Alors, je veux recréer dans l'avenir ou dans le présent des choses que j'ai vécues dans le passé. Je veux créer une continuité dans le temps de choses que j'aime présentement. Et ça, c'est un problème. Si je suis mon seul maître, non. Lorsque je ne vois pas de fleurs, je ne vois pas de fleurs. Je ne me dis pas, les pauvres fleurs qui poussent dans la forêt et que personne ne trouve belles, que personne ne sent et que personne ne photographie, qui doivent être tristes en maudit. Tout le beau bruit majestueux des vagues perdues sur les plages du Sahara où il n'y a personne. Mais c'est... Ben oui, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Alors, ça ne me touche plus. Je suis mon seul maître. On va peut-être revenir lors de la deuxième partie sur ce que c'est qu'avoir une raison intelligente. C'est important. OK, on prend une petite pause, 20-25 minutes. Vous pouvez revenir avec vos questions à la deuxième partie. À tantôt, s'il vous plaît.